Bonjour à tous, il est 18h10, on va commencer. Bienvenue dans ce nouveau cycle de conférences qu'on initie pour la première édition du mois de l'architecture et du patrimoine. Alors vous avez dû trouver la programmation puisque vous êtes ici. C'est un événement que nous venons de lancer cette année qui a été ouvert ce week-end avec les Journées européennes du patrimoine et qui va s'achever le 15 et le 16 septembre avec les Journées nationales de l'architecture. Donc un mois de programmation autour du patrimoine et de l'architecture au sens large. Et à cette occasion, nous lançons un cycle de conférences en partenariat avec le CAUE qui nous accueille aujourd'hui. Habituellement, on fait ce genre de conférence au Quadrilatère, mais peut-être l'avez-vous remarqué, le Quadrilatère vient de fermer pour entrer dans une période de travaux. Et donc, c'est aussi pour nous l'occasion d'entrer dans d'un partenariat avec le CAUE qui terminera peut-être plus tard encore une fois que le Quadrilatère aura réouvert. Ce cycle de conférences, nous l'organisons autour d'actualités de la ville de Beauvais. Par exemple, peut-être l'avez-vous vu, le 4 octobre, ce sera autour de la piscine Tournesol Bélier qui va faire l'objet d'une restructuration. Et le 6 octobre, le Quadrilatère. Et aujourd'hui, nous lançons un sujet que nous avions déjà un peu initié l'an passé pour ceux qui étaient venus au Quadrilatère dans le cadre des Journées du patrimoine. Nous avions fait une conférence sur les pans de bois dans la région centre. C'était aussi dans le cadre d'une réflexion menée autour du label Ville d'Art d'Histoire sur qu'est-ce que l'architecture traditionnelle à Beauvais. Et nous avions proposé plusieurs conférences, dont le pan de bois, qui se poursuit cette année non plus par la région centre, mais justement par le cas de Beauvais proposé par les archéologues de notre service archéologique municipal. C'est aussi une première étape puisque le jeudi, vous aurez une deuxième conférence qui poursuivra celle-ci sur les méthodes d'études de ces maisons à pans de bois et aussi par une visite dans le cadre des Journées nationales de l'architecture le 16 octobre sur les maisons à pans de bois d'hier et aujourd'hui. Donc une visite dans les rues de Beauvais portée aussi bien par des archéologues que par des architectes pour avoir un regard croisé à l'occasion justement de ces Journées nationales de l'architecture. Je vais maintenant passer le micro à Richard Kaczynski, directeur du CAUE. Donc effectivement, bonjour et bonsoir plutôt à tout le monde. Donc on est ravis effectivement d'accueillir ce cycle de conférences. Alors effectivement, c'est aussi une des vocations du CAUE de sensibiliser l'ensemble des publics et aussi de les informer. Donc on est là dans un cadre effectivement de mission et c'est, je pense que l'occasion qui a fait aussi qu'on a renoué un certain nombre de partenariats avec et la ville de Beauvais et l'agglomération, justement sur des sujets que l'on partage. Alors, on a eu effectivement vendredi des journées aussi de patrimoine, mais adressées aux enfants, des enfants du patrimoine. C'est une action qui est menée par les CAUE au niveau national et qui a été en fait une journée qui a toujours un certain succès auprès des classes. Et donc, pour nous, c'est aussi intéressant, comme ça, de pouvoir toucher différents publics au travers, effectivement, de notions. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans le sujet architecture et patrimoine. Et effectivement, cette progression entre le patrimoine et les architectures plus contemporaines font aussi partie, je dirais, de tous les champs qu'on a à défendre sur le territoire. Juste peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le CAUE en dehors du local. Alors, effectivement, vous savez qu'ici, c'était un ancien cinéma. Enfin, je pense qu'un certain nombre de personnes le connaissent. Donc, on est aussi dans cette dimension de réemploi de lieux. Donc, c'est aussi cette dimension de réflexion sur la durabilité, en fait, de nos actions fait partie, je dirais, aussi de ce que fait le CAUE. On dit généralement qu'on a quatre piliers dans notre action. C'est le conseil, et c'est peut-être pour ça que vous connaissez le plus le CAUE, l'information comme ce que l'on fait aujourd'hui ou la sensibilisation, et également la formation en fait des différents publics. Et donc effectivement, c'est dans ces cadres-là qu'on est bien heureux de vous accueillir. On va donc laisser aujourd'hui maintenant la parole à d'abord Fabrice Rothenauer, le directeur du service archéologique municipal de Beauvais, Laetitia Bougnol et Sébastien Lefebvre, tous les deux archéologues, alors auxquels je passe d'abord le micro. Bien, bonsoir à tous, c'est à moi que revient la lourde tâche de démarrer cette conférence que nous avons intitulée « Que reste-t-il des maisons à pans de bois de Beauvais ?»
inventaire en cours et première réflexion. Donc j'insiste tout de suite sur inventaire en cours et première réflexion, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous allons effectivement, avec Laetitia et Sébastien, tous les deux responsables d'opérations spécialistes du Moyen-Âge, vous présenter une première approche sur ces maisons en pan de bois de Beauvais. Il s'agit là d'un travail en cours d'élaboration et une note d'intention finalement qui va poser les bases d'un projet qui va s'étaler sur de nombreuses années au gré des études, des observations et des opportunités. Je précise également qu'aucun d'entre nous n'est spécialiste de l'architecture en pan de bois, voire même du bâti d'ailleurs, même si pour certains nous l'avons déjà pratiqué, mais en aucun cas du pan de bois. Nous sommes donc actuellement en cours d'acquisition de connaissances, aussi bien historiographiques que techniques, et donc loin d'être incollable sur le sujet. Je précise ça notamment parce qu'il y a des architectes parmi nous qui pourraient être tentés de discuter technique avec nous. Maintenant que le cadre est quand même bien posé, nous allons plutôt nous concentrer sur le sujet, et donc sur le fait que effectivement la maison en pan de bois ne constitue pas nécessairement l'architecture marquante du Beauvais d'aujourd'hui, ni même d'ailleurs de la Picardie d'aujourd'hui. Alors pourquoi cette démarche ? Quel intérêt finalement d'étudier ce genre sous-représenté dans une ville qui est très minérale actuellement, surtout en comparaison des régions où le pan de bois est plus largement conservé, comme l'Alsace, la Normandie, la Bretagne, pour ne citer que celle-ci. Simplement une petite définition déjà du pan de bois, puisque c'est pas forcément évident. Donc, je lis en même temps que vous. C'est un ouvrage dont la structure est composée d'une ossature principale en charpente assemblée et qui reçoit un remplissage appelé ourdi. C'est une maçonnerie constituée par une maçonnerie légère en briques, torchis, pierre ou plâtre. En effet, c'est une définition générale. Concrètement, on va retenir ce terme d'assemblage de pièces de bois en précisant que ces techniques d'assemblage sont fortement variées et qu'elles peuvent évoluer avec le temps, voire également être différentes en fonction des zones géographiques. Je précise également que les maisons pan de bois se généralisent au XIVe siècle, à partir du XIIIe siècle en réalité, mais vraiment au XIVe siècle, dans les centres urbains et en milieu rural. Donc là, vous avez simplement un petit exemple d'une maison en pan de bois qui a été reconstruite récemment à Hildesheim, donc en Allemagne. Et à côté, un petit exemple là de torchis, donc de remplissage, mais c'était plus pour vous montrer précisément un assemblage de pans de bois avec une entretoise ici tenue par des tenons et des mortaises. J'ai menti, j'ai pas fini. En réalité, là simplement quelques petits slides pour vous présenter différentes architectures en pans de bois à travers pendant le Moyen-Âge. Donc à gauche, une maison relativement ancienne, qui est peut-être plus ancienne que la fin du XIIIe siècle, à Célestat en Alsace. Donc là, c'est une maison de tanneurs, dans la rue des tanneurs, donc probablement une maison de tanneurs. À droite, un exemple quand même du sud-ouest que j'ai volontairement omis de cette présentation, mais qui est quand même largement, où le pan de bois est largement représenté également. Alors ici, à Cahors, l'exemple de la rue de la Dorade, daté de la fin du XIIIe siècle. À gauche, on passe en Normandie avec Dinan, qui est là une maison qui est classée au monument historique, une maison datée de 1484. Et enfin, à droite, on se retrouve à la Petite France à Strasbourg avec au centre droite, le siège de la corporation des tanneurs, qui donc là est un bâtiment quand même beaucoup plus massif que ce qu'on a pu voir auparavant, daté de 1523 et qui est le siège effectivement de la corporation des tanneurs. Voilà. Donc quelques exemples de pans de bois dans le nord de la France, mais non, puisque j'ai mis Cahors, mais donc en France pendant le Moyen-Âge. Justement, par rapport à cet intérêt pour Beauvais, donc pour le pan de bois, alors dans un premier temps, déjà, l'architecture privée n'est finalement pas si bien connue que ça. Alors, vous voyez, j'hésite un peu entre le faussement connu, pas si bien connu que ça, relativement mal connu, puisque au-delà des grands stéréotypes, comme la maison marchande, au centre avec sa structure présentant une boutique en rez-de-chaussée avec étal, un habitat au premier étage et souvent du stockage ou encore de l'habitat dans le niveau supérieur. Finalement, cet ensemble qui est assez largement étudié et connu n'est pas forcément le seul ni le plus représentatif dans les maisons à pans de bois.
À gauche, on a l'opposé, c'est-à-dire la maison en pierre, qui est plus largement étudiée depuis plus longtemps, notamment parce qu'on y voit un bel objet déjà d'architecture, mais pas uniquement, également parce qu'on est sur des maisons finalement peut-être plus prestigieuses, donc des maisons aristocratiques appartenant aux patriciens urbains ou alors appartenant au clergé. Là, pour l'exemple, effectivement, nous sommes sur le palais de Jacques-Cœur à Bourges. Donc ces bâtiments-là ont effectivement fait l'objet d'attention particulière depuis plus longtemps. Le pan de bois lui-même, même si il a été remarqué dès la phase finalement romantique de l'histoire de l'art et de l'archéologie, donc là notamment on voit qu'il a été illustré là assez largement par Viollet-le-Duc, mais finalement ce pan de bois n'a fait l'objet d'études précises que beaucoup plus tard que les bâtiments en pierre. Alors nous permettons de nous interrompre puisque nous souhaitons plutôt avoir une discussion, effectivement, autant le préciser. Juste pour revenir sur la diapositive précédente, l'une des justifications aussi également du fait qu'on a étudié dans un premier temps les maisons en pierre, c'est vraisemblablement aussi parce qu'elles sont plus facilement datables. Donc l'objet d'étude lui-même est plus aisé, puisque vous voyez bien, ne serait-ce que sur cette photo-là, que les baies sont caractéristiques, les décors sont très, très caractéristiques et qu'ils se rapprochent énormément de ceux des édifices religieux qu'on a déjà l'habitude d'étudier évidemment depuis très longtemps. Par rapport à la photo qui est à droite, évidemment, les détails architecturaux en eux-mêmes sont évidemment bien moins facilement datables. Voilà, c'était ma précision. Okay, tout à fait, merci Sébastien. Donc effectivement, dans un second temps, et je l'évoquais plus tôt, la maison à pan de bois ne semble pas forcément caractéristique de la ville de Beauvais. Évidemment, j'ai mis un premier contre-exemple déjà dans la présentation avec la rue du 27 juin. Là, un second avec la rue d'Alsace, où effectivement on a quand même de jolis bâtiments en pan de bois. Un autre exemple d'un pan de bois beaucoup plus récent, ici avec la rue de Villebois de Mareuil, avec finalement une architecture presque modulaire pour ce pan de bois que je ne saurais dater, mais qui est vraiment plutôt contemporain, pour le coup, j'imagine. Et enfin, en bas à droite, un exemple d'une architecture en pan de bois cachée, masquée par un enduit de ciment. Et on a la chance de le deviner maintenant, puisque l'enduit a été en partie détruit pour la construction d'une bâtisse en lieu et place de la suite du bâtiment en pan de bois. Donc ça, on y reviendra plus tard, mais effectivement, cela pose question par rapport à la conservation de ces bâtiments dans le paysage urbain de Beauvais. Alors, les maisons à pan de bois, au-delà de Beauvais, constituent dans l'ensemble la vaste majorité de l'habitation civile urbaine à partir du XIVe siècle dans l'ensemble du nord de la France, de l'Europe, voire aussi également dans certaines villes du sud, notamment au sud-ouest. Donc en réalité, à Beauvais, on aura tendance à dire que c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale, les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, qui auront causé une destruction importante de ces bâtiments. Mais on sait également par d'autres exemples que ça peut être déjà d'autres guerres, beaucoup plus anciennes, guerre de 30 ans notamment, qui auront provoqué des destructions massives, notamment par des incendies. Il peut y avoir des incendies plus domestiques, tout simplement, qui, par la faute du matériau de construction, tout simplement par le bois, ont tendance à brûler des quartiers entiers. Et donc on sait que voilà, ces bâtiments ne traversent pas si facilement que ça les siècles. Et ça, on y reviendra un peu plus tard pour des exemples plus chiffrés. Mais effectivement, on sait simplement que, de manière générale, le pan de bois ne survit pas forcément si facilement que ça. Ça nous permet d'enchaîner sur le fait que dans certaines régions, effectivement, ce pan de bois est particulièrement mieux conservé. Donc là, deux exemples qui ne sont d'ailleurs pas les régions où le pan de bois est statistiquement le mieux conservé, puisque c'est en Normandie qu'il est mieux conservé. À Rouen, on dénombre 2000 individus de maisons à pan de bois, donc c'est le score maximal en France. Mais on voit ici deux villes particulièrement bien dotées également,
pour cette architecture. Donc, je reviens à Strasbourg, donc je suis chauvin, je suis alsacien, donc je vous illustre largement cette belle région qu'est l'Alsace. Mais également la ville de Rennes qui est également largement, qui est encore bien dotée également. On voit déjà stylistiquement des architectures très différentes, des assemblages très différents et des décors relativement différents pour des périodes qui sont relativement similaires, parce qu'on est dans les 15e, 16e siècle, assez grossièrement ici. Donc ces régions bien dotées, complétées, et là c'est plus intéressant dans notre cas, par des villes où les destructions ont été relativement importantes également à différentes périodes. Et ces villes qui finalement se démarquent parce qu'elles sont le lieu d'études assez poussées sur l'architecture en pan de bois. À gauche, Laval, où un service d'archéologie municipale a étudié à peu près une vingtaine de maisons en pan de bois, enfin, de façades de maisons en pan de bois en réalité, ces 15-20 dernières années. Et à droite, un exemple un peu plus intéressant encore, puisqu'il s'agit d'Orléans, où il y a une démarche importante entre le service d'archéologie municipale, représenté en particulier par son archéologue du bâti Clément Alix, qui s'est associé déjà avec la ville d'Orléans pour inciter les démarches de restauration des particuliers en association avec l'UDAP, et ce qui permet finalement déjà de subventionner ces restaurations, mais d'encadrer ces restaurations en les accompagnant d'études assez systématiques. Donc on dénombre plus d'une trentaine d'études du bâti assez poussées, soit de façade, soit plus rarement du bâtiment dans son intégralité, sur ces 15-20 dernières années, ce qui permet déjà à ce service de pouvoir assez largement caractériser le pan de bois de sa ville et de l'étudier. Alors, je vous raconte tout ça notamment parce que en 1991, un premier décompte avait été réalisé en Indre-et-Loire et dans le Berry pour les villes d'Angers, Tours, Orléans, où on dénombrait à peu près une centaine d'individus seulement par ville en pan de bois, dont la moitié seulement était visible. Cette même étude évaluait à plus de 90% du parc immobilier en pan de bois de Tours des 15e, 16e siècles. Plus de 90% auraient été détruits depuis les 15e, 16e siècles. À Orléans, en 91, on était à une centaine d'individus qui étaient dénombrés. Suite aux différentes recherches de l'équipe du service archéologique d'Orléans, on est à peu près maintenant à 200 maisons en tout, toutes périodes confondues, qui ont finalement été recensées. Donc ça montre bien que quand on s'y intéresse, ce pan de bois, on finit par le retrouver sous les enduits. L'inventaire n'était pas forcément exhaustif auparavant. Et donc, effectivement, on se retrouve quand même dans des villes où, finalement, avec une centaine, 200 individus, on n'est peut-être pas si loin que ça du corpus qui va pouvoir être constitué à Beauvais. Et ça, évidemment, je ne vais pas trop m'avancer, puisque Laetitia va vous en parler de manière un peu plus étendue tout à l'heure. Mais effectivement, Beauvais paraît loin d'être ridicule finalement par rapport à ces corpus. Je parle d'études, mais je ne les montre pas. Et là, simplement, deux exemples d'études de façade réalisées à Orléans par Clément Alix, qui montrent simplement un peu la méthode de relevé, les différentes datations obtenues à gauche. Alors là, je ne vais vraiment pas m'étendre, tout simplement parce qu'il y a une conférence sur ce sujet jeudi soir, et c'est plus une mise en bouche qu'autre chose. Donc cette fois-ci, je laisse la parole à Laetitia. Donc moi je vais vous parler vraiment en fait du pan de bois à Beauvais, et bien sûr en fait on ne peut pas parler du pan de bois à Beauvais sans parler du Beauvais d'avant 1940, donc avant les destructions engendrées par les bombardements. Donc je vous ai mis ici une photo, une vue aérienne prise par l'IGN en 1921 de la ville de Beauvais. Donc on connaît bien la cathédrale et la place de l'hôtel de ville. Les contemporains décrivait la ville de Beauvais donc comme une ville assez pittoresque qui a gardé son aspect du Moyen-Âge, avec des rues étroites, des maisons à encorbellement, avec la place Jeanne Hachette, qui s'appelait à l'époque pas comme ça, mais la place de l'hôtel de ville ou place du marché
avec ses hauts pignons qui l'entouraient. Sur la photo aérienne, moi, je pensais qu'on verrait un peu plus de maisons en pan de bois. En fait, on les distingue très peu parce que effectivement, au 19e siècle, la plupart ont été enduites. On en revient à ce dont nous parlait Fabrice tout à l'heure, c'est-à-dire que en étudiant toutes les photos du Beauvais avant-guerre, on se rend compte de ces différents courants où on va enduire les façades pour les protéger du feu aussi, pour cacher le pan de bois parce que c'était plus à la mode. On va plutôt harmoniser les façades en ayant des couleurs un peu plus ton pierre. Et donc en fait sur les photos aériennes, on ne se rend pas forcément compte de la densité de maisons à pan de bois, mais quand on prend des photos plus précises de ces rues, on se rend compte qu'un certain nombre existent, donc de ces petites rues étroites comme la rue des Épingliers ou des rues un petit peu plus larges, la rue de Malherbe, qui offrent en fait des maisons à pan de bois plus ou moins effectivement enduites ou non, où on aperçoit distinctement les pans de bois et les encorbellements existants. Et on voit les rues pavées plus ou moins garnies de chasseroues et de trottoirs. Dans son précis statistique du canton de Beauvais, Louis Grave, en 1837, précisait qu'il existait 460 maisons à pans de bois portant des caractères du XVIe siècle. Donc déjà, il ne compte que les maisons qu'il considère comme étant du XVIe siècle, ce qui laisse quand même déjà un grand nombre de maisons. Et il mentionne également dans la notice archéologique du département de l'Oise en 1839, on en compte 80 qui sont considérées comme remarquables. Un grand nombre de ces maisons vont disparaître dans les incendies de 1940, mais effectivement, certaines seront détruites bien avant, effectivement par des incendies ou des destructions volontaires pour modifier la maison. Parce qu'effectivement, si Beauvais est assez figé dans son état du XVIe, XVIIe siècle, quelques maisons vont quand même subir des destructions, notamment la rue du Châtel qui va subir quelques destructions. Les maisons vont disparaître, on verra quelques exemples. Et donc plusieurs auteurs vont nous décrire la ville, comme Victor L'Huillier ou Victor Leblond, et de nombreux photographes, comme on le voit ici, vont photographier la ville et notamment les maisons assez remarquables et notamment les décors. On a également un certain nombre de gravures et de dessins qui sont conservés de certaines de ces maisons. Donc ici, je vous ai mis 3 exemples. L'hôtellerie de l'Épée Royale, qui est située rue Saint-Laurent, avant-guerre, qui nous montre un dessin assez précis. Donc je reviendrai sur l'hôtellerie de l'Épée Royale tout à l'heure, mais il faut savoir que son propriétaire du début du XXe siècle, Henri Grébert, va la restaurer et changer un petit peu, notamment la physionomie des ourdis. Mais ici, on aurait un état en fait avant cette restauration, donc un état peut-être 16e, 17e, où on voit la richesse des décors, que ce soit sculpté ou dans les assemblages, dans le pan de bois. Vous avez également la maison qu'on appelle le château de Versailles. Alors ça, c'est une maison qui n'a pas été détruite en 1940, mais en 1866. Alors son nom de château de Versailles tient en partie pour sa riche décoration sculptée, dont vous voyez un exemple de dauphin, donc qui était sur la console, exemple qui est conservé au musée. Aujourd'hui, puisque une partie des maisons, comme la maison Martin Lenoir, qui était située rue de la Taillerie, a été détruite sans doute au 19e siècle également, et dont des morceaux, notamment les consoles sculptées, ont été conservés dans les réserves du musée actuellement. Et c'est intéressant de pouvoir retrouver en fait l'emplacement de ces maisons et de ces décors sur des gravures anciennes. Vous avez 2 types de maisons. Vous avez des maisons à pignon sur rue, comme les maisons de la rue de la Taillerie, et une maison, l'hôtellerie de l'Épée Royale, avec rive sur rue, 2 types de maisons à pan de bois à Beauvais. Juste une précision, je suis là pour faire des précisions. On peut revenir sur la précédente. Alors vous pouvez remarquer que le décor relativement riche de ces 2 maisons, donc celle de l'Épée Royale sur la diapositive précédente, et voilà, merci, et du château de Versailles. En fait, elle se situait sur l'ancienne rue Saint-Laurent.
Et on peut se demander si finalement c'est pas cette position notamment qui explique le fait qu'elle soit richement décorée, parce que cette rue Saint-Laurent, c'est pas n'importe quelle rue de la ville, ça correspond à une entrée de ville. Vous avez dans le prolongement de la rue Saint-Laurent, on trouvait la porte dite de l'Hôtel-Dieu ou la porte Saint-Laurent. Et donc on est vraiment sur un axe majeur de la ville médiévale. Et d'ailleurs l'importance de cet axe remonte même au-delà du Moyen-Âge, puisqu'on est sur le cardo de l'époque gallo-romaine. Donc le cardo qui est un axe majeur qui a permis d'établir la trame des rues de la ville romaine. Donc vraiment un axe très important, et il est vraisemblable que cette importance explique la richesse du décor et l'importance de ces deux maisons en pan de bois. Et on verra que ce cas de figure se reproduit assez régulièrement dans Beauvais. Donc le positionnement de la maison explique certainement, au moins en partie, l'importance de celle-ci. Et vraisemblablement la richesse du propriétaire. La maison dite du château de Versailles se trouve à l'angle en fait de la rue Saint-Laurent et de la rue Ricard. Son surnom lui viendrait d'après Louis Grave que des rois auraient séjourné dans cette hôtellerie en fait. Alors, je vais passer aux maisons remarquables et remarquées dès le 19e siècle, des maisons qui sont beaucoup photographiées, et c'est elles en fait qui nous font toute l'iconographie de la maison à pan de bois du Beauvais d'avant-guerre, parce qu'effectivement c'est plutôt celles-ci qui vont être photographiées plutôt que les maisons plus anodines. Bien évidemment, on ne pouvait pas parler de Beauvais sans parler de la maison aux 3 piliers que tout le monde connaît. Une notice historique a été réalisée par Émile Coward-Lewis, qui était l'ancien archiviste des archives de l'Oise et de Seine-et-Oise. Cette maison a été classée au titre des monuments historiques en 1889. Il se trouve qu'en 1887, elle change de propriétaire. Et il s'agit d'un membre de la Société académique de l'Oise que connaît donc l'auteur de cette notice, et il va profiter de cette occasion pour établir sa notice à partir des titres de propriété en les croisant aux données qu'il a en sa possession avec les archives hospitalières de Beauvais. Il va retracer en fait l'histoire de cette maison. Il résume ainsi ses recherches sur la maison aux 3 piliers. Il précise qu'il existait donc sur la Grande Place, au moins depuis le XIIIe siècle, un assez vaste bâtiment portant le nom de maison aux piliers ou maison aux piliers de pierre, que l'une des habitations a servi de refuge au XIVe siècle aux religieux de l'Hôtel-Dieu, que ceux-ci l'occupèrent jusqu'à la complète reconstruction de l'Hôtel-Dieu intramuros. Et enfin, que l'immeuble fut transformé par le locataire entre 1505 et 1508, qui décora la façade dans le goût de l'époque. Car en effet, sur le bail de 1505, il est précisé que le locataire s'engage à élever un corps d'hôtel neuf sur le devant. Malheureusement, le bail ne décrit pas ce qu'il a l'intention et ce qu'il va faire. On suppose en tout cas que l'état de la maison aux 3 piliers qu'on voit sur les photos anciennes est sans doute l'état du XVIe siècle. Il faut savoir que donc dans sa notice, vous voyez qu'il y a un dessin de la façade, malheureusement sans détail. Le propriétaire, souhaitant engager une restauration, il va a priori redécouvrir les pans de bois, et je pense que quand le dessin a été fait, malheureusement, la façade était enduite. Il faut savoir que cette façade va être tour à tour enduite et désenduite, et qu'il n'est pas toujours évident de connaître vraiment l'état du pan de bois, parce qu'en fait on peut se poser la question sur la problématique des restaurations des maisons à pan de bois et sur leur survie dans le temps. C'est que effectivement les pans de bois, enfin les bois, quand ils s'abîment, notamment par l'effet des enduits, d'infiltration d'eau, les bois vont être changés. Quand on décide de reconstruire une maison, on peut utiliser des bois de l'ancienne maison sur la nouvelle. Des images pour vous montrer un petit peu des décors et des fameux piliers. Les autres maisons qui sont assez connues, c'est la fameuse maison aux faïences qui était située rue de la Manufacture, que vous distinguez sur la photo, qui était à l'enseigne dite du Cheval d'Or, qui pour la maison aux faïences, d'après Victor Leblanc, offrait un décor unique en France.
La description qu'en fait l'huilier nous dit que sa décoration était riche et était faite de briques émaillées rouges, jaunes et vertes. On ne s'en rend pas compte là, et de carreaux de faïence, et donc offrait une large variété de couleurs. Elle offrait également un riche décor sculpté au niveau des abouts de poutres et des consoles, avec on observe des sculptures de personnages et des panneaux aussi également dans le réseau de colombage, comme on le voyait sur l'hôtellerie de l'Épée Royale, des réseaux avec des carrés, des losanges et des polylobes. À côté, vous avez les consoles de la maison dite à l'image Saint-Jean, qui était située rue Saint-Jean, qui est une maison qui était très à haut pignon, qui avait 4 niveaux d'encorbellement. Et vous avez ici son riche décor sculpté, donc avec des médaillons de personnages et deux consoles avec Hercule terrassant le lion de Némée et Hercule levant sa masse sur la biche de Sérigny. Donc des décors qu'on attribue souvent à la Renaissance au XVIe siècle. Enfin, donc d'autres maisons, peut-être un petit peu moins richement décorées, mais qui ont souvent été photographiées également, notamment celle de la rue Saint-Pantaléon. Alors là, vous avez 2 états de cette maison. Alors la photo d'Henri Le Sec date de 1851. C'est une des plus vieilles photos de Beauvais. Et l'autre photo est celle réalisée par Eugène Adjet, sans doute dans les années 1920. Il faut savoir que cette maison a été touchée par des bombardements en 1918 et une photo existe où on voit que la moitié de cette maison a été détruite. Une autre photo existe, on voit les peintres finir de restaurer cette maison et en train de repeindre les pans de bois. Donc on voit que la maison possède donc un niveau d'encorbellement. C'est surtout sa porte d'entrée qui est très très bien décorée. Vous distinguez pas forcément très bien sur la photo, mais il y a 2 personnages en fait qui encadrent la porte d'entrée. On distingue également des colombages assez recherchés également dans la décoration que vous retrouvez sur la maison rue Guy Patin. Qui avait également ce même principe de décor au niveau de la porte d'entrée. Et aussi rue Guy Patin, la maison à la tasse d'argent. Donc une maison également enduite, mais dont les abouts de poutres et les consoles, ainsi que le pignon sont richement décorés. Et je vous ai également mis une photo de la rue Jean-Baptiste Oudry, une maison rue Jean-Baptiste Oudry dont les consoles sont aussi richement décorées, sans doute datées également d'un décor qui daterait du XVIe siècle. Et je vous ai mis Jean-Baptiste Oudry parce qu'on reviendra tout à l'heure sur cette rue. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir localiser sur un plan ces maisons, mais pour cela, j'ai utilisé un plan en fait, qui est le plan qu'on appelle le jour d'œil, qui date de 1942 et qui a été fait suite au bombardement. Donc en fait, là, vous avez un état de Beauvais après les bombardements, où vous voyez tous les îlots vides qui ont été entièrement détruits. On voit bien que effectivement les maisons les plus remarquables sont situées dans le périmètre des incendies. On voit quand même que quelques îlots ont survécu et ont été en partie touchés. Donc les maisons les plus remarquables sont en rose, et vous voyez qu'il y a une petite tache verte en bas du plan. Et en fait, c'est la maison située 33 rue Jean-Baptiste Oudry, alors qui n'est pas la maison qu'on voit ici, qui était située un petit peu plus haut dans la rue. Mais celle-ci, en fait, c'est la maison du XVe siècle qui se trouve derrière la cathédrale et donc qui était également située à proximité donc de maisons comme la maison aux faïences et la maison que je vous ai présentée tout à l'heure, richement décorée. Par contre, la maison du XVe siècle n'a pas eu les honneurs des photographes, ou en tout cas, on n'a pas retrouvé de photos avant-guerre. Et pourtant, cette maison a son importance. En tout cas pour nous. On a décidé, quand on a commencé ce projet d'inventaire des maisons à pans de bois, d'intégrer l'ensemble de ces maisons anciennes et de ces maisons disparues, parce qu'il nous a semblé important de pouvoir conserver un maximum d'informations et de pouvoir les regrouper. On s'est dit que si on ne prenait que les maisons qui restaient aujourd'hui, on aurait quelque part un inventaire et une typologie un petit peu tronquée, parce que peut-être qu'il nous manquerait des éléments de décoration ou des éléments de construction, d'assemblage, peut-être qu'on n'a plus sur les maisons qui sont conservées aujourd'hui, et que grâce aux photos anciennes, aux dessins,
on pourrait compléter notre inventaire et notre typochronologie. Pardon. Également, donc, alors sur ce tableau, donc c'est le même tableau pour les maisons disparues que les maisons existantes. Sur ce tableau, j'ai rajouté aussi les adresses anciennes, parce que souvent ces maisons en fait sont localisées par leurs adresses d'avant-guerre, voire par leurs adresses de la fin du XVIIIe siècle. C'est notamment le cas dans Louis Grave, avec la numérotation ancienne, qui est qu'on peut parfois retrouver. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous promener, notamment rue du 27 juin. Certaines maisons, c'est aussi le cas rue d'Alsace, conservent leur numérotation de la fin du XVIIIe siècle, et sur un plan qui est conservé aux archives départementales, certains de ces numéros sont on peut retrouver ces maisons avec leur localisation et ça colle assez bien. Bon, ça marche pas avec toutes, malheureusement. Et aussi parce qu'en fait, par exemple, si on revient sur le cas de l'hôtellerie de l'Épée Royale, donc je vous disais qu'elle était située rue Saint-Laurent. La rue Saint-Laurent existe toujours aujourd'hui, mais a légèrement été modifiée dans son tracé. Une opération archéologique a eu lieu, un diagnostic rue Saint-Laurent pour des conteneurs enterrés. Et il se trouve que ces conteneurs sont sans doute à l'emplacement ou à proximité, en tout cas du même côté de rue, que l'hôtellerie de l'Épée Royale. On a mis au jour une partie d'une cave. Malheureusement, il n'a pas été forcément possible de pouvoir associer nos découvertes avec la maison, mais c'est également des questions qu'on se pose pour l'opération de Sébastien, plus haut rue Saint-Laurent, sur l'ancienne maternité, où effectivement, en comparant les plans anciens et le cadastre d'avant-guerre, lui aussi, tu pourras en parler un petit peu plus, des caves que tu as mis au jour. On a mis au jour plusieurs caves, et notamment deux caves le long à l'angle de la rue Saint-Laurent et de la rue Guy Patin, deux caves qui datent du XIVe siècle, assez facilement datables du XIVe siècle, parce qu'elles étaient dotées notamment de niches parfaitement identiques à celles qu'on peut retrouver notamment à Saint-Lazare, dans la grange ou dans le logis. Donc effectivement, alors 14e siècle, ça fait peut-être un peu précoce pour la maison qui était au-dessus, mais ça apporte quelques éléments de chronologie qui autrement sont parfaitement inexistants. On arrive au Beauvais d'aujourd'hui. On s'est basé sur un premier inventaire qui avait été réalisé des bâtiments intéressants et notamment des maisons et des bâtiments à pans de bois sur Beauvais, donc autant centre-ville que quartier périphérique. D'après ce premier inventaire, on aurait environ 160 bâtiments, toutes périodes confondues, c'est-à-dire, on va dire, environ de la fin du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, qui seraient conservés donc, sur l'ensemble de la ville, donc centre-ville et quartier périphérique. Et ce n'est basé que sur des pans de bois apparents. Comme le disait Fabrice, beaucoup sont cachés, beaucoup se devinent, ce qui permettrait d'augmenter notre corpus. Et dans le même cas de figure que pour Orléans, je pense qu'à la fin de notre inventaire, on aura de bonnes surprises sur le nombre de maisons conservées. Bien sûr, toutes périodes confondues, les plus anciennes ne sont peut-être pas les plus nombreuses non plus. Donc vous voyez ici, je vous ai mis les zones où on a repéré quelques maisons à pans de bois. C'est un inventaire en cours, donc bien sûr, je pense qu'il en manque, puisque dès qu'on se promène dans Beauvais, en fait, on finit par se dire « Ah mince, celle-là, je ne l'ai pas mise ». Donc on voit que des maisons sont présentes, notamment dans le quartier du Faubourg Saint-Jacques. Alors, je ne sais pas si vous voyez forcément très très bien. Il y en a quand même un certain nombre dans le quartier, donc rue du Faubourg Saint-Jacques. Également au niveau du quartier Saint-Quentin, rue de la Préfecture, place de la Préfecture, rue Cambry. Mais il y en a également autour de l'église de Maricel. Je pense que vous connaissez un petit peu. Il y en a également autour de Notre-Dame-du-Til et à Saint-Just-des-Marais. Donc là, on reconnaît bien en fait la topographie ancienne, enfin la topographie médiévale de la ville, avec le centre-ville, le centre historique, et puis tous les pôles d'habitat
périphériques qui existaient au Moyen-Âge, qui sont attestés même assez précocement. Là, les cercles, finalement, sont un petit peu approximatifs, mais néanmoins, s'il existe du bâti ancien, ils doivent se situer approximativement au sein de ces repères. Et depuis le 16e et essentiellement à partir du 18e, 19e, l'habitat s'est développé et a comblé les vides en fait entre ces faubourgs qui étaient parfois assez distants du centre-ville, comme vous pouvez le voir, et le centre-ville lui-même. Notre-Dame-du-Tilh, c'est non seulement autour de l'église Notre-Dame-du-Tilh, mais également autour de l'abbaye Saint-Lucien, bien évidemment. Le faubourg Saint-Quentin, on a des textes du Moyen-Âge qui nous attestent de l'existence de bourgs monastiques, donc des bourgs, donc des pôles d'habitat qui sont associés à l'établissement monastique. Il ne faut pas imaginer une abbaye parfaitement isolée en campagne, au contraire, bien au contraire. Souvent étaient établis et développés par la volonté des seigneurs ecclésiastiques des pôles d'habitat, qui étaient source de revenus bien évidemment, autour de l'église Maricelle. Laetitia l'a évoqué, une église paroissiale, Faubourg Saint-Jacques, et puis Voisin-Lieu, et plutôt d'ailleurs cette rue qui est ici. Donc le Faubourg Saint-Jacques est ici avec l'ancienne église Saint-Jacques. Alors l'église du XVIe siècle, l'église du XIVe plus ancienne ne se situait pas forcément, n'était pas sous-jacente à l'édifice encore en élévation aujourd'hui. Donc le Faubourg Saint-Jacques est ici et ne se prolonge pas jusqu'à la Maladrerie Saint-Lazare, mais suit cet axe-là. Donc l'ancien Faubourg Saint-Jacques se développe de cette façon-là. Donc s'il existe des maisons anciennes dans ce secteur, ils suivent cet axe-là. Et le secteur, d'ailleurs, on le voit bien sur les plans anciens, le secteur là, qui prolonge jusque la Maladrerie Saint-Lazare est totalement vide d'habitat, et même plutôt on a une présence de bois et d'herbage dénué de tout habitat. On pourrait ajouter évidemment l'ancien village de Saint-Just-des-Marais, au sein duquel il est susceptible d'exister des maisons à pans de bois. Mais voilà, en fait, se dessine la topographie finalement ancienne de Beauvais, donc associant une ville, un espace urbain, et des faubourgs parfois contigus à l'espace urbain, mais aussi disséminés plus à l'extérieur. Oui, effectivement, j'aurais pu tirer jusqu'à Saint-Just, parce qu'effectivement, on a plusieurs maisons qui sont conservées au-delà de la carte. Le centre-ville, alors évidemment, les rues les plus connues, donc comme en parlait Fabrice tout à l'heure, la rue du 27 juin, j'ai dénombré environ une trentaine de maisons conservées sur cette rue. On le voyait tout à l'heure sur la carte, sur le plan de Jourdeuil, cet îlot a été très peu impacté par les incendies. Vous voyez donc les maisons de la rue du 27 juin, mais aussi l'hôtellerie du Lion d'Or, rue Gambetta. On a également la rue Nicolas Pastour, au nord de la cathédrale, où une quinzaine de maisons sont conservées. Suivent évidemment les rues d'Alsace, la rue de la Banque, la rue de la Madeleine, la rue des Jacobins, la rue Marcadet. Alors tout le quartier en fait qui se trouve la rue des Jacobins. Par ici, on a un certain nombre, et également donc tous les petites rues en fait qui se développent. Alors vous avez l'antenne universitaire ici. Toutes ces rues en fait se développent en fait un certain nombre de petites maisons, notamment rue Bayer et rue Jules Michelet. La plupart sont enduites. Mais il y a de fortes chances en fait que plusieurs cachent des maisons à pans de bois. Je vous parlais de la rue de la Madeleine, c'est essentiellement la maison qui se trouve ici, qui est richement décorée, sur laquelle je reviendrai surtout la conférence de jeudi. Une maison dont son propriétaire prend soin puisqu'elle est régulièrement repeinte. Et la rue d'Alsace, ici, voilà, qui également possède un certain nombre de maisons à pans de bois. Si je ne me trompe pas, où est-ce qu'on est ? Oui, la rue de la Banque, ici. Voilà, vous en avez ici et en bas de la rue. Et après, si on remonte ici à l'école du Champ et du Tornebroche, également un certain nombre de maisons assez
assez sympathiques sont conservés. Je vous remets mon petit tableau d'inventaire qui est exactement le même que l'autre, mais ici c'est pour les maisons existantes. Donc vous voyez que je n'ai pas précisé pour l'instant, alors c'est un inventaire en cours, donc je n'ai pas mis les adresses anciennes. Par contre, on peut mettre notamment des opérations archéologiques qui ont eu lieu à proximité ou sur la parcelle. C'est le cas de l'hôtel du Lion d'Or sur laquelle on reviendra, et c'est le cas d'autres opérations qui sont situés à proximité. Ce tableau est amené à être développé, enrichi, modifié. Il est possible que quand on vous représentera les choses dans quelques années, ce tableau n'aura plus du tout cette physionomie. Mais là, on a déjà commencé par faire le tour de tous les éléments qui nous paraissaient importants à signaler, notamment la description, notamment savoir quelle est sa localisation, quel est son état de conservation, si elle est enduite, non enduite, si elle possède un décor, si elle a été restaurée ou pas. Alors on va passer à quelques exemples, à quelques vues des maisons à Pan-de-Bois de Beauvais. Alors j'ai mis là sur cette diapo 3 cas particuliers. Donc la maison du XVe siècle, donc la fameuse maison située anciennement au 33 rue Jean-Baptiste Oudry, qui est un exemple assez exceptionnel de conservation d'une maison ancienne qui a été en 1991 entièrement démontée pour être réinstallée à côté de la cathédrale. Donc ça a été vraiment un projet intéressant de pouvoir démonter pièce par pièce cette maison qui est jugée comme étant la maison la plus ancienne de Beauvais et remontée telle qu'elle, donc avec effectivement l'observation de méthodes d'assemblage restituée dans son état. Ce qui va nous permettre, nous, en tout cas dans notre projet, de pouvoir l'étudier aussi et de pouvoir peut-être effectuer des datations afin de confirmer et de certifier que cette maison est bien du début du XVe siècle, même si tous ces attraits font d'elle une des maisons les plus anciennes de Beauvais. Donc, sauvegarde qui était permise grâce à l'initiative de l'association Maisons Paysannes de France, dont le président est parmi nous ce soir. Il nous fait le grand honneur d'être présent parmi nous. Il nous a fait visiter cette maison et nous a expliqué cette opération qui a été qui est assez exemplaire dans son initiative et qui nous permet d'avoir encore cette maison sur pied aujourd'hui. Je vous ai mis le cas de la maison Rodin. Donc la maison Rodin, c'est la maison qui se trouve à l'angle de l'école du Champ et du Tournebroche, qui dans les années 90, fin des années 90, vous voyez sur la photo d'en haut, était dans un état assez catastrophique. Et elle a été restaurée donc à la fin des années 90, enfin au début des années 2000 plutôt. Elle aussi a été entièrement démontée, mais remontée in situ, restaurée. Et vous voyez ici en bas la restauration. Donc les 3 couleurs correspondent aux 3. Il y a 2 ou 3 couleurs, donc les différentes époques des datations qui ont été faites sur cet ensemble qui en fait correspond à 3 maisons qui ont été accolées à des époques différentes. Ce cas est assez intéressant parce que malheureusement on n'a pas encore réussi à récupérer de la documentation sur le démontage et le remontage de cette maison. On espère que des observations ont pu être faites à ce moment-là. Et notamment pour comprendre en fait comment s'organise cet îlot. Il faut savoir que la plupart des décors qui ne pouvaient pas être remis en place ont été moulés pour être restitués sur la façade et que la plupart des matériaux ont été conservés, bois, tuiles, pour être remis en place. Notre dernier cas, c'est l'hôtel du Lion d'Or. Donc là, je vais laisser la parole également à Sébastien, puisque c'est une opération archéologique qu'il a effectuée en 2018. Effectivement, nous avons été amenés à réaliser une opération de diagnostic préventif à cet endroit. Et uniquement sur le sous-sol, assez paradoxalement, la prescription ne concernait pas d'études de bâti. Donc bien malheureusement.
Donc évidemment, cette opération a été déclenchée préalablement au projet de réhabilitation de ce vaste ensemble en pan de bois. Donc nous avons réussi malgré tout à apporter quelques éléments, quelques indications concernant les élévations. On l'abordera plus précisément jeudi prochain parce qu'il s'agit de datation. Les sondages que nous avons effectués, une partie des sondages que nous avons pu réaliser, nous ont permis de dater assez précisément l'un des bâtiments qui composent cet ancien hôtel du Lion d'Or, donc qui se situe le long de la rue Gambetta, comme vous le savez vraisemblablement, et qui apparaît dans les textes à partir du XVe siècle, assez tôt dans le XVe siècle, puisqu'on a une mention qui évoque déjà l'existence de l'hôtel du Lion d'Or dans les années 1420-1430. Bon, évidemment, en élévation, il ne doit pas rester grand-chose de cette période-là. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment pour les hôtels du Lion d'Or. On déplore évidemment de ne pas avoir eu l'occasion d'étudier plus précisément, plus finement ce site. Alors, je vous ai mis donc quelques exemples de maisons à pan de bois, donc plutôt en centre-ville. Donc notamment, alors une maison qui est assez proche d'ici, que vous pourrez regarder, admirer quand vous repartirez tout à l'heure, qui se situe donc à l'angle des rues de l'Abbé du Boss et Jules Ferry, qui est une maison assez intéressante également par ses caractéristiques qui rappellent pour certains la maison du XVe siècle, un encorbellement, une ossature à grille et des fenêtres assez étroites sur la rue. Vous avez également donc les maisons de la rue du 27 juin, avec un étage d'encorbellement avec une boutique en rez-de-chaussée, des maisons rue Nicolas Pastour avec un à 2 niveaux et des maisons plus hautes qu'on pourrait considérer comme des immeubles, rue de la Banque et rue des Jacobins. Avec ce petit détail, rue des Jacobins, conservé sur le pignon d'une maison, une console décorée d'un feuillage qui rappelle les décors qu'on pouvait voir sur les maisons qui ont disparu avant-guerre, qui serait un vestige d'une maison peut-être disparue. Non, rue du 27 juin, certainement de la même façon que rue Saint-Laurent, tout à l'heure. On a quand même pas mal de maisons qui présentent aujourd'hui des décors. Ça fait partie des maisons les plus richement décorées de Beauvais aujourd'hui. Alors il y en a peut-être certains qui ne sont pas forcément très très récents, mais qui s'inspirent peut-être de décors qui étaient présents préalablement. Et là encore, on pourrait évoquer le fait que cette rue, finalement, c'est un axe important puisqu'il s'agit d'une entrée de ville, puisqu'elle elle se situe dans l'alignement de la porte de Bresle. Et puis, rue de la Banque, on se situe dans un quartier qui a peut-être été réaménagé au XVIIe siècle. Là, une maison qui pourrait potentiellement, éventuellement dater de cette période. Un réaménagement qui serait en relation avec l'arrivée dans ce quartier de l'ancien couvent des Minimes. Donc, le dernier couvent arrivant sur Beauvais dans les années 1620 de mémoire. Rue Nicolas Pastour, c'est une ancienne impasse. Aujourd'hui, c'est une rue complète, continue, mais à l'origine, une période médiévale, en tout cas moderne à coup sûr, il s'agit d'une simple impasse, et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a un bâti ancien uniquement sur une partie de cette rue, puisque le prolongement à l'origine n'existait pas. Nicolas Pastour, c'est un chanoine de la cathédrale, qui a fondé le collège de Beauvais au XVe siècle, au XVIe siècle, collège qui se situait juste à côté de la rue Nicolas Pastour. Alors là, quelques exemples de restauration. Alors une restauration d'une maison disparue dont je vous parlais tout à l'heure, la maison de l'Épée Royale, qui est rachetée par Henri Grébert, le sculpteur, qui va restaurer cette maison. Donc vous voyez sur la photo plus ancienne, on distingue que les ourdis sont plutôt a priori enduits.
Lui, quand il la restaure, il met un ourdi en briques, briques vernissées, briques décorées. Il garde le réseau de colombage. Vous voyez que rue de la Banque et rue Nicolas Pastour, le même phénomène, avec des maisons qui étaient largement enduites, où on ne distingue absolument pas le pan de bois, ont été restaurées avec un ourdi briques décorées également. Vous voyez également aussi pour la rue Nicolas Pastour une des maisons, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, donc si je ne me trompe pas, la maison brique, c'est celle-ci et celle-ci, en fait c'est cette maison-ci où là le propriétaire a souhaité plutôt remettre en évidence le pan de bois avec un ourdi en torchis. La question qui pourrait se poser, et peut-être qu'on pourrait croire que le ourdi brique est plutôt 19e. On utilise beaucoup la brique à cette époque, comme on voit au début du XXe siècle par Henri Grébert en 1902. Mais finalement, sur une photo, la photo d'Henri Le Sec tout à l'heure, en fait, en regardant en détail, le ourdi était également en brique avant sa restauration. Elle était seulement peinte en blanc. Donc en fait, l'enduit était blanc. Donc en fait, on pourrait se demander si sur l'épée royale, ici, se cacherait pas en fait déjà de la brique et qu'il n'aurait juste fait que faire réapparaître des briques. En l'occurrence, il n'est pas forcément évident de le voir sur une photo, mais l'usage de la brique, Sébastien, tu pourras... Des maisons à pan de bois, là, on peut dire quelques mots sur l'usage de la brique. La fouille récente du théâtre nous a permis, et c'est plutôt une première, d'avoir quelques indications sur l'utilisation, justement, l'usage des briques dans la construction. On s'est aperçu de l'omniprésence des briques dans les revêtements de sol anciens à cet endroit-là, et dans l'encadrement la construction des piliers de cheminée. Donc il ne faut pas imaginer beaucoup de maisons au sein du centre-ville entièrement construites en briques à cette période-là. Je pense que d'ailleurs il ne devait pas y en avoir du tout. À partir du 15e, 16e siècle, on commence à utiliser la brique, mais on la réserve pour certaines parties de la maison, et notamment donc les sols et les cheminées. Les premières constructions en briques à Beauvais sont un peu plus tardives et restent néanmoins relativement rares. Ça, on y reviendra certainement du fait de l'omniprésence des maisons en pan de bois, au moins dans le centre-ville. Commence à être donc l'usage de la brique plus massivement employé à partir du XVIIe siècle, et on en a quelques témoignages dans Beauvais, notamment avec ce qu'on appelle l'enclos des pestiférés, donc construit, qui est adossé à l'enclos de la Maladrie Saint-Lazare à partir du XVIIe siècle seulement, et là qui est un bâtiment entièrement en briques, donc des briques qui se distinguent très facilement, des briques qu'on rencontre au XIXe siècle parce qu'elles sont plus fines, plus tendres, pas forcément de la même couleur, plus orangée. Et un autre exemple, pareil, contemporain, du XVIe, XVIIe siècle, c'est la chapelle funéraire qu'on voit dans le cimetière de Notre-Dame-du-Tille, où on voit des parties maçonnées assez largement en briques. Et puis plus tard, bien évidemment, on aura des bâtiments comme le lycée Jeanne Hachette, etc., où là, on aura un usage, ce qui démontrera que l'utilisation de la brique supplante tout autre matériau dans Beauvais, dans le Beauvaisis en général. Quelques exemples de maisons, de bâtiments dans les quartiers périphériques. Donc rue du Faubourg Saint-Jacques, une maison assez jolie, sans encorbellement. Par contre, avec un décor dans le réseau de pans de bois assez intéressant, un décor notamment donc on dit de guette, ces réseaux, une base de croix de Saint-André, et après on rajoute en fait des éléments qui pourraient être obliques, qu'on va retrouver en fait sur d'autres bâtiments. Vous le voyez également sur la maison rue du Maréchal Leclerc, sans doute une ancienne hôtellerie également, qui se trouve d'ailleurs en sortie de ville aussi. Et la rue du Franc-Marché aussi, on s'attendait pas forcément, en tout cas je m'attendais pas forcément à trouver une maison à pan de bois à cet endroit-là, mais il y en a une. Et ma préférée,
je l'avoue, celle qui est rue du Maréchal Joffre, qui se trouve à proximité de Notre-Dame du Thil, de l'église, en contrebas de l'église, dans une petite rue étroite perpendiculaire au mur de clôture de l'abbaye Saint-Lucien, qui est assez intéressante parce que souvent dans les études, il est dit que dans ce qu'on pourrait appeler une partie rurale, puisqu'on est dans le village de Notre-Dame du Thil, on n'a pas vraiment de maisons à encorbellement, on a plutôt des maisons ou alors on aura un étage de comble à encorbellement, mais vraiment pas ce type de maison. À Pignon-sur-Rue, à encorbellement, une ossature grille assez simple, mais une maison intéressante, je pense, sur laquelle on espère pouvoir revenir. La localisation de cette maison est d'autant plus intéressante, effectivement, qu'elle se situe à proximité de l'abbaye Saint-Lucien et dans une rue qui est établie perpendiculaire au mur de clôture et en plus, je crois, devant l'entrée de l'abbaye. Et on sait que dans les textes, est associé de la même façon que pour l'abbaye Saint-Quentin, était associé à l'abbaye Saint-Lucien un ancien bourg monastique. Et donc là, on se situe vraisemblablement sur l'ancien village-rue qui était associé à l'abbaye Saint-Lucien. Et on aurait un témoignage de l'ancienneté de cet axe grâce à cette maison. Il y en a peut-être encore d'autres à découvrir dans ce secteur. Et je terminerai sur des bâtiments qui ne sont pas de l'architecture privée, ou en tout cas de la maison privée auquel on pourrait penser de prime abord sur ce que je viens de vous montrer, mais qui sont des établissements, donc le bureau des pauvres. Le bureau des pauvres s'installe dans cet îlot à partir des années 1650, dans 3 bâtiments qui préexistaient. Sans doute ces bâtiments n'existent plus dans ce qu'on connaît. A priori, le bâtiment Pan de Bois est celui qui est le plus ancien, qui daterait du XVIIe siècle, avec une ossature assez simple sur la rue. Par contre, sur l'intérieur, on retrouve des croix de Saint-André et ce panneau à croix de Saint-André et réseau de guettes. Qui donc un décor un petit peu plus soutenu pour la partie intérieure, malgré que ce soit le bureau des pauvres et que ce bâtiment abritait sans doute plutôt des ateliers que des chambrées. L'ancienne passementerie, rue de Saint-Just-des-Marais, un établissement construit au début du 19e siècle pour y installer donc une passementerie. D'ailleurs, qui donc, en fait, vous avez 2 grands bâtiments, enfin 2 corps de bâtiments en pan de bois reliés par un portail monumental en pierre avec les ciseaux et les navettes qui précisent l'activité de cet espace, et l'école Saint-Paul qui est l'ancien hôtel de Chaly. Pareil, Sébastien, si tu veux compléter. L'hôtel de Chaly, c'est un site important, un site historique important de la ville qui rappelle que bon nombre d'abbayes extérieures à la ville de Beauvais étaient dotées de maisons particulières au sein de la ville, donc d'une sorte de maison de ville qui leur permettait de résider quelque temps au sein de la ville de Beauvais. Donc l'hôtel de Chaly, évidemment, vous le devinez, elle dépendait de l'abbaye de Chaly, une abbaye royale située à une 40aine de kilomètres de Paris vers le nord-nord-est. Donc c'est loin d'être un cas exceptionnel dans Beauvais. On connaissait de la même façon une maison, par exemple, qui dépendait de l'abbaye de Froidmont. Donc là, une abbaye qui était beaucoup plus proche de Beauvais parce qu'elle se situait à proximité de Bailleul-sur-Terrain. On a la même chose, une maison. Donc Froidmont, leur maison se situe à côté de Saint-Étienne, l'église Saint-Étienne, depuis le XIIIe siècle environ. Froidmont. L'hôtel de Lannoy, donc l'abbaye de Lannoy qui se situe dans la région de Marseille-en-Beauvaisis, était dotée également d'une maison dans Beauvais depuis au moins le XIIIe siècle. Face à celle-là, donc face à l'abbaye la maison de Chaly, il y avait une autre maison urbaine d'une abbaye extérieure à la région, c'est celle de Beaupré. Donc Beaupré qui se situe sur la commune actuelle d'Achy. Donc pareil, de région de Marseille en Beauvaisis, donc une propriété depuis le XIIIe siècle. Donc évidemment, on peut supposer que ces maisons-là
faisait partie des maisons les plus riches, les plus cossues, vraisemblablement, de la ville, comme la plupart des propriétés ecclésiastiques, de la même façon que les maisons canoniales, par exemple. Bon, on ignore évidemment, parce qu'on n'en a aucune trace, aucune description de la nature de ces constructions-là. Est-ce que c'était des pans de bois? Est-ce que c'était des maisons complètement en pierre? Là, la question reste ouverte. Voilà, moi j'ai terminé pour ma part. D'accord. Est-ce que on lance les... Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette grande partie? Il en faut, hein, forcément. Alors il y a peut-être une suite, ça dépend de vous. Alors, Marie. En introduction, Fabrice disait que le pan de bois se généralisait au XIVe siècle dans les centres urbains et en milieu rural. C'est-à-dire qu'il y avait quoi avant le XIVe siècle? Les maisons étaient comment? Une bonne question. Non, on estime que la pierre était majoritaire à ce moment-là, en centre urbain. Je suis pas complètement d'accord. Voilà. Je ne suis pas complètement d'accord. Et c'est la beauté de la chose, c'est qu'on va pas être d'accord justement parce que je vais vous démontrer que j'ai raison. La question est relativement complexe puisque finalement pas si bien documentée que ça. La terre et le bois étaient déjà présents. Maintenant, déjà il y a cette notion de pan de bois, d'assemblage, qui fait que on peut être dans de l'architecture en terre et en bois sans être dans du pan de bois, donc dans de l'assemblage complexe. J'avais prévu de vous mettre en comparaison du pan de bois une maison de la proto-histoire par exemple, ou une maison du haut Moyen-Âge, des reconstitutions évidemment, qui sont des maisons en bois et en terre, mais qui n'ont pas d'assemblage complexe comme on les voit dans les pans de bois. Donc déjà, il y a une partie de maisons en terre et en bois. Ensuite, il y a de la pierre. Ça, évidemment, on va avoir du moellon, de la pierre taillée, on va trouver tout ça aussi, mais qui est plutôt un matériau représentatif d'une certaine élite, probablement. Donc, on va être vraiment sur ces deux matériaux. Sébastien a peut-être quelque chose à rajouter? Là déjà on est un peu plus d'accord. Non, ça ne sous-entend pas que les maisons en pierre étaient majoritaires. Parce que les maisons en pierre restent l'apanage, à mon avis, des riches propriétaires, qu'ils soient laïcs ou ecclésiastiques. On avait des maisons, vraisemblablement, dont le matériau de construction principal était le bois et la terre. Est-ce qu'on peut appeler ça pour autant des maisons à pans de bois? Peut-être pas, justement. Si on réserve cette expression aux maisons qui utilisent un système d'assemblage extrêmement complexe. Voilà. Là, on est d'accord. On parle de l'époque gauloise, on parle de l'époque du Moyen-Âge, mais à l'époque romaine, on a du mal à imaginer qu'il y avait également des constructions en bois. On peut le supposer. Nous, quand on retrouve des vestiges, souvent on retrouve des soubassements dont la destruction est relativement régulière. On peut se demander si on n'a pas la totalité du soubassement du bâtiment. Et si l'élévation n'était pas en bois, en matériaux périssables en tout cas, parce qu'en plus, ces murs de soubassement sont jalonnés régulièrement, souvent de décalcaires qui pourraient marquer l'emplacement des anciens poteaux de bois. Tout à fait, en fait, j'allais dire, cette fois on n'est pas d'accord non plus, mais simplement parce que, pour moi, très concrètement, l'architecture de terre et de bois existe à l'époque gallo-romaine. On en a quand même la preuve à différents endroits. On ne parlera pas forcément de pan de bois, comme on peut le trouver dans la littérature, parfois. Mais par contre, l'architecture avec effectivement des soubassements en pierre ou en briques, ça c'est bien connu. Et effectivement, on aura des exemples de dais de calcaire sur lesquels étaient très certainement installés des poteaux et qui marquaient alors je vais dire des pans, mais effectivement des espaces, des intervalles qui étaient comblés de torchis probablement. Et justement, à Noyon notamment, a été retrouvée une cloison en torchis effondrée suite à un incendie, une partie en tout cas, avec des éléments de bois. Donc on sait que ça existe et on a tendance à rapprocher ça un peu de la technique du pan de bois médiéval avec soubassement en pierre. Là, on n'a pas énormément d'exemples à Beauvais, mais c'est une pratique très très courante, par exemple, d'avoir un premier niveau en pierre ou en brique
et ensuite une élévation en pan de bois. Alors, je dis ça parce qu'en Alsace, c'est vraiment très courant. Ça l'est moins ici. On a un peu la maison des Trois Piliers, par exemple. Voilà, par exemple, effectivement. Mais du coup, effectivement, voilà, on est sur une architecture qui était déjà connue à l'époque gallo-romaine, peut-être de manière moins complexe. On n'a absolument pas de traces de ces assemblages. Donc, à quelle époque en fait que vous arrêtez dans une période plus récente votre inventaire de maisons en bois, parce que vous à pan de bois, parce que je pense que c'est aussi notamment, enfin moi je pensais à deux exemples qui sont pas justement des pans de bois, mais qui reprennent le style pittoresque. On a bien sûr la Grande Poste rue Gambetta, parce qu'il y a bien une référence culturelle au pan de bois. Ou je pensais aussi dans la rue Victor Hugo. Ou l'avenue plutôt Victor Hugo, où là on a effectivement, là c'est presque le style pittoresque qui est repris dans un certain nombre de villas, où on retrouve en fait l'agencement, encore une fois, qui n'est plus structurel, mais qui veut quand même rappeler de manière pittoresque, enfin je pense, et qui donne un peu cette image de la villégiature. Tout à fait. Alors pour vous répondre, j'ai envie de vous dire, on va dire que c'est une question de ressenti, et moi personnellement, j'aurais tendance à m'arrêter pour les périodes anciennes assez tôt, parce que je ne suis pas très féru d'archéologie contemporaine. Donc voilà, c'est vrai que moi je vais m'arrêter au XVIIe, XVIIIe siècle assez facilement. Heureusement, tous les archéologues ne sont pas d'accord avec moi, c'est une bonne chose. Ensuite, effectivement, le pan de bois en lui-même a continué d'être utilisé, comme vous le dites si bien, de manière pittoresque. On le retrouve notamment dans les villas normandes. Alors, est-ce que c'est pittoresque ou est-ce qu'il y a quand même une certaine fonctionnalité? Parce que finalement, le pan de bois, le torchis, c'est un isolant qui est quand même plutôt excellent. Et est-ce qu'il y avait... qu'est-ce qui a prévalu finalement, le côté pittoresque ou le côté isolation, matériaux parfaitement adaptés? Dans le cas de la villa normande, je vais vraiment pas m'avancer, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur une ossature relativement pensée, réfléchie, fonctionnelle. On a des exemples plus pittoresques encore où l'ossature en bois ne sert pas à porter en réalité. Dans ce cas-là, on est sur du pastiche et là, effectivement, on est vraiment sur la copie finalement d'un style. Je sais que Laetitia en avait repéré, me semble-t-il. Oui, alors à force évidemment de lever le nez et de regarder tous les bâtiments, on voit du pan de bois partout, hein, je peux vous le dire. Toute époque confondue. C'est la question des dates chronologiques, enfin de la fourchette dans laquelle on s'insère, on en a parlé, effectivement, et on s'est posé la question, c'est là que je leur ai dit qu'effectivement, il y avait des maisons récentes qui la structure en elle-même n'est peut-être pas le pan de bois. Il me semble qu'on était arrivé à une conclusion qu'on les mettait à l'inventaire pour le côté justement pittoresque et le fait que l'usage du pan de bois perdure jusqu'à assez tard finalement dans le XXe siècle, voire même revient encore. D'ailleurs, je me demande même après. Même d'ailleurs dans les reconstructions d'après-guerre, où on va reprendre, mais là vraiment pour le côté, pour rappel, des maisons à pan de bois disparues, on va remettre de la décoration pour le coup, pan de bois. Donc, à mon avis, il faut exclure les pastiches, déjà les reconnaître. L'un des premiers objectifs qui justifie notre étude, c'est de sauvegarder la mémoire du pan de bois beauvaisien, en établissant des relevés précis. Ça, vous le verrez jeudi. Mémoire du pan de bois, qui est une structure fragile, parce que souvent ce sont des maisons habitées, qui sont des maisons non classées, donc évidemment qui vont évoluer au gré des remaniements, des réfections, des choses comme ça. Donc à un moment donné, il faut, comme l'archéologie préventive, on sauvegarde la mémoire du sous-sol, il faut sauvegarder la mémoire de ce qui est conservé en élévation. Pour l'instant, effectivement, quand on relève une façade du 19e, ça peut paraître du journalisme, mais dans quelques temps, cette information aura disparu, et dans plusieurs décennies, ça deviendra de l'histoire à part entière. Voilà, à mon avis. Alors, pas d'autres questions? Moi, j'en ai. Et l'archéologie dans tout ça, parce qu'on a l'impression que c'est une...
Ah, pardon. J'étais parti là. Oui. Dans les sources qu'on a pu consulter, on n'a pas d'exemple avéré de maisons déplacées. On en discutait également. On sera certainement amené dans le cadre de notre étude, par contre, à s'apercevoir que ces maisons-là, même si elles ne sont pas déplacées, elles sont largement réemployées sur place. Parce que quand on reconstruit une maison, il est très facile de réemployer les bois. Donc en fait, ce qui est une difficulté pour dater, ça on l'évoquera jeudi, mais ça devient une difficulté de dater une maison à partir de bois, à partir du moment où on sait qu'il y a des bois en réemploi. Parce qu'on va vieillir finalement la bâtisse. Mais néanmoins, ce fait de cette information nous témoigne de la réutilisation finalement de bois qui peuvent provenir effectivement de la maison qui existait, qui était immédiatement antérieure sur cet emplacement. Donc voilà. Bon. Donc les déplacements, ce sera difficile en l'absence de données écrites à vraiment vérifier si c'est fréquent, si c'est concevable, si c'est crédible. Mais par contre, le phénomène de réutilisation des bois, ça, vraisemblablement qu'on va s'en apercevoir assez régulièrement quand on sera amené à faire des études et des datations dendrochronologiques. Alors, à pan de bois ou en pan de bois, à mon avis, les deux expressions sont utilisables, se valent, sont légitimes. Alors, pour moi, il y a une différence, une légère nuance, c'est à pan de bois, ça veut dire qu'on considère qu'il y a peut-être d'autres murs qui ne sont pas en pan de bois. Une maison en pan de bois, ça sous-entend peut-être que l'intégralité de la maison est effectivement répond à ce critère architectural. À pan de bois, en pan de bois. Bon, on sent une petite nuance. Bon. L'interprétation vaut ce qu'elle vaut. Hein. On trouve les deux expressions. Et on a tendance aujourd'hui, les chercheurs aujourd'hui, notamment Julien Noblet ou Clément Alix, qui sont vraiment les grands spécialistes de la question, ont tendance à employer l'expression en pan de bois et à délaisser celle de à pan de bois. C'est la même chose que les escaliers à vis ou en vis. Hein, comme étant des maisons à ossature bois. Parce que quand on parle d'une maison, à l'époque néolithique, il y avait simplement des poteaux qui étaient plantés, il n'y avait pas d'assemblage particulier tenant mortaise, mais il y avait des ossatures en bois, et du torchis probablement pour le ourdi. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut parler d'ossature dans ce cas-là, sans doute, sans être, on va dire, à côté de la plaque? Oui, mais je pense que effectivement le terme est pertinent. Oui. Ossature, bois. Oui, tout à fait. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est et l'archéologie dans tout ça? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir une démarche finalement régressive. On part de ce qu'on voit, on part de ce qu'on connaît, soit parce que c'est encore en élévation, soit parce que on connaît d'après des clichés anciens, enfin relativement récents, des photographies, des cartes postales, etc. Et l'archéologie dans tout ça. Voilà. L'archéologie, finalement, elle n'apporte pas forcément grand-chose quand on étudie les maisons, et surtout quand on se pose la question de savoir la nature des constructions, puisque très souvent on ne retrouve que des soubassements. Vous le voyez à gauche, ce sont des illustrations issues de la fouille qui s'est déroulée préalablement à la construction du nouveau théâtre du Beauvaisis. Donc vous voyez ce qu'on retrouve des maçonneries, très peu de choses évidemment, et on retrouve souvent des fondations. Les élévations les plus importantes, c'est bien souvent les caves, parce que c'était des portions excavées et donc qui ne sont pas récupérées ou détruites au moment où on abandonne, où la maison est détruite. Donc c'est les seules élévations souvent qu'on trouve nous en archéologie, ce sont les portions excavées. Alors je vous évoque les caves, j'ai illustré ça par des caves, c'est la même chose pour des latrines maçonnées. On va retrouver les conduits de latrines, mais on ne va pas retrouver évidemment une grande part des élévations. Voilà, la maison qui existait au-dessus de ces caves, sur les deux photos en haut, c'est une illustration de issue d'un diagnostic qui s'est déroulé en 2009, je crois, place Foch. Et en bas, ce sont les abords du nouveau théâtre, donc la dernière fouille que le service a réalisée. On ignore tout des maisons qui étaient, de la nature de la construction qui surplombait ces caves, des superstructures.
Donc en bas, c'est une cave pour info, du XVIIe vraisemblablement, et en haut, plutôt du XIIIe, XIVe siècle. Dans le meilleur des cas, ce qu'on trouve des constructions, ce ne sont que les rez-de-chaussée et les sols des rez-de-chaussée. Et éventuellement des sous-bassements, mais sur une très petite hauteur. Il faut imaginer que les maisons sont détruites, volontairement ou accidentellement, et on reconstruit évidemment par-dessus. Voilà, en remblayant ce qu'il subsiste et on le dissimule. En haut, donc, c'est un sol colosier qui était encore existant jusqu'au bombardement de 40. Il a subi l'incendie des bombardements allemands. Et puis en bas, c'est un sol beaucoup plus ancien que j'ai déjà évoqué préalablement. C'est un sol donc en briques et un sol qui date vraisemblablement du 15e, 16e siècle, parce qu'on a retrouvé une monnaie associée à une sole de cheminée qui contenait une monnaie de cette période-là. Exceptionnellement, il arrive parfois qu'on ait une idée de l'élévation quand même de ces bâtiments, de ces maisons, parce qu'on a des portions effondrées sur place, encore en place des murs. Évidemment, pas forcément sur une très grande surface. Ici, à droite, toujours une photo récente issue de la fouille préalable à la construction du théâtre du Beauvaisis. C'est un soubassement en pierre. Quelques briques apparaissent, mais essentiellement des moellons de craie. Et on s'aperçoit qu'au sommet de cet effondrement, de ce soubassement, donc il doit mesurer une cinquantaine de centimètres, je pense, parce que la règle échelle, oui c'est ça, elle fait 50 centimètres à gauche. Donc un soubassement d'une cinquantaine de centimètres. Et au sommet de ce soubassement, on retrouve un bois calciné qui correspond vraisemblablement à une sablière basse. Et donc là, vraisemblablement, on est en présence d'une ancienne maison en pan de bois. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Voilà. Et celle-ci date, par contre, du XVe siècle. Donc il faut l'imaginer, il faut un effort d'imagination pour la reconstruire. Suivante. Bon, l'archéologie, vous l'avez compris, n'apporte pas forcément grand-chose. Par contre, l'archéologie va apporter des choses sur les maisons en pan de bois qu'on a identifiées. Si on retrouve des éléments de céramique, des monnaies dans les fondations, évidemment, on aura des éléments de datation. Ça, on reviendra là-dessus jeudi. Qu'est-ce qu'apporte l'iconographie ancienne ? Vous allez le voir, pas grand-chose non plus. La représentation la plus ancienne de la ville de Beauvais est probablement la 4e pièce de la tenture de l'histoire des Gaules, qui a été réalisée en 1530 et qui est encore visible au Mudeau. C'est là une représentation de la ville, quasi dans son intégralité. On voit à gauche la porte de Bresle, à droite on devine la porte Saint-Laurent. On voit la cathédrale en cours de construction, notamment son transept. Enfin, son transept. Son transept est en cours de construction. On devine l'église Notre-Dame du Châtel à droite, et puis derrière l'ancien palais épiscopal. Mais des maisons qui existaient à l'intérieur de la ville, on ne voit rien. On voit que le toit, le faîtage, une partie des murs, mais rien de très détaillé. Tout est très insuffisant pour évaluer la nature des constructions et évaluer la part des maisons en pan de bois qui existaient au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge à Beauvais. De la même façon, sur ce plan, une vue cavalière dite de Rancurel, donc c'est la vue détaillée la plus ancienne qu'on a à disposition, qui remonte à 1574. Et de la même façon, alors là on voit du bâti, on en voit beaucoup plus, on voit beaucoup de maisons dans leur intégralité, mais évidemment c'est très stylisé, la finesse de leur présentation est assez sommaire, c'est très stéréotypé. L'habitat est représenté d'une manière très stéréotypée et évidemment sans envie de la part de l'artiste de nous révéler quoi que ce soit sur la nature des constructions. De la même façon, sur cette vue cavalière, une autre vue cavalière un peu moins connue de Beauvais, qui est datable des années 1640, de la même façon, on reconnaît bien, c'est très stylisé, même les monuments, on les reconnaît assez difficilement, notamment le palais épiscopal qui a une drôle d'allure à droite là. Par contre, on reconnaît assez bien la tour de Crou à l'extérieur de la ville. En tout cas, rien de très satisfaisant pour les maisons civiles. Le plein de Forban-Janson, qui est l'un des plus fins
les plus détaillés, mais là encore, l'habitat est trop stéréotypé, trop sobrement représenté, puis l'échelle de représentation ne permet pas non plus d'avoir une finesse extrême. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir. Alors là, ce ne sont pas des représentations générales de la ville. Donc là encore, la part des maisons en pan de bois au sein de la ville reste méconnue. Mais en tout cas, il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour commencer à voir les premières représentations du bâti civil beauvaisien, et notamment, au travers de ces deux lithographies de tavernier de Jonquière, à gauche, on voit le bras sud, l'entrée du bras sud du transept de la cathédrale, et puis évidemment la tour Beffroi, et au fond quelques maisons qui sont quasi toutes, par contre, des maisons en pan de bois, même quelques-unes qui sont nichées entre les contreforts du beffroi construit, et ça on le sait maintenant grâce à l'archéologie, au XIIIe siècle, et non à l'époque gallo-romaine comme on l'a longtemps supposé. Et à droite, une représentation de la place du marché de Beauvais, place du marché qui est attestée depuis au moins la fin du XIe siècle par les textes. Et vous voyez qu'à cette période, donc à la fin du XVIIIe siècle, l'essentiel du bâti est en pan de bois. Vous auriez pu me poser la question, et les sources écrites là-dedans, dans tout ça? Qu'est-ce qu'elles nous apportent? Est-ce qu'elles nous apportent des précisions? Est-ce qu'elles nous disent que finalement toutes les maisons étaient en pan de bois à Beauvais? Est-ce qu'elles apportent des descriptions de ces maisons? Eh bien, rien du tout. En tout cas, pour celles qu'on a consultées et qu'on a l'habitude de consulter, c'est-à-dire celles qui sont, on va dire, antérieures au XVe siècle. Maintenant, il va falloir se pencher sur celles du XVIe, XVIIe, XVIIIe, qui sont certainement plus riches à ce niveau. Mais en tout cas, celles qui sont antérieures au XVe siècle, elles ne décrivent jamais les maisons. Et la nature des constructions est rarement indiquée. On n'a jamais trouvé une seule mention qui nous disait qu'une maison était en pan de bois. Par contre, il arrive très rarement qu'on nous signale qu'une maison est en pierre. Et de ce fait, on peut supposer que les maisons en pierre étaient relativement rares. Et c'est pour ça qu'on le signale, qu'on a une maison en pierre, et on le signale dans le texte. Parce que souvent, ces maisons en pierre servent de repères dans le paysage, elles servent de repères géographiques, et donc on s'en sert. On dit à côté de la maison en pierre. Alors, s'il y en a 36 des maisons en pierre, on ne va pas utiliser ce repère-là, bien évidemment. Donc ces mentions-là nous permettent de supposer que les maisons en pierre sont extrêmement, extrêmement rares. La plus ancienne maison en pierre qu'on a retrouvée dans les textes, c'est marqué, date de 1113, et le texte nous dit qu'elle se situe juste à côté du cimetière de Saint-Va. Or Saint-Va, c'est l'église Saint-Étienne. À l'époque, elle était uniquement, on ne connaissait que la dédicace à Saint-Va, pas encore celle à Saint-Étienne. Voilà. Donc c'est le texte le plus ancien qui atteste de l'existence d'une maison en pierre à Beauvais. Et c'est une maison qui est cédée à l'abbaye Saint-Quentin. Vraisemblablement donc des maisons rarement en pierre, donc on peut supposer en bois, sinon en pan de bois au moins à ossature bois. En revanche, un texte nous signale que l'église Saint-Nicolas, un texte de 1078, nous signale que l'église Saint-Nicolas, l'église collégiale Saint-Nicolas, nouvellement reconstruite, est reconstruite en pierre, et qu'auparavant, il existait une église Saint-Lucien sur son emplacement, qui, elle, était construite en bois. Et donc là, à l'inverse, on peut supposer que c'était extrêmement rare, évidemment, de voir encore en élévation à cette période-là, donc à la fin du XIe siècle, des églises en bois. Et donc c'est pour ça que le texte nous le signale. Et effectivement, à Beauvais, à cette période, l'archéologie le démontre, on a essentiellement, même toujours, des édifices religieux qui sont construits en pierre. J'aurais pas le temps certainement d'évoquer ce sujet-là, mais on avait prévu éventuellement quelques diapos, mais qui montrent que ce ne sont pas n'importe quelle pierre. À cette période-là, on est encore sur des réemplois de pierres de l'époque romaine. Souvent, les édifices, au XIe siècle,
les édifices religieux sont effectivement construits en pierre, mais l'exploitation des carrières locales n'est pas intense, n'existe peut-être même pas vraiment. Les carrières locales de Saint-Martin-le-Neu, Saint-Martin-le-Neu et puis Allonne, Bongenou, ces carrières ne sont peut-être pas ouvertes, ou en tout cas pas intensément exploitées. Et donc, l'habitude est prise de réemployer, prélever des pierres de taille issus des bâtiments gallo-romains qui devaient encore rester en élévation à cette période-là. Et donc voilà. Donc on s'est aperçu que la plupart des édifices religieux, c'est le cas de l'église Saint-Barthélemy par exemple, de la Basse-Œuvre bien évidemment, on a l'église du Xe siècle de la Basse-Œuvre qui est exclusivement construite en pierre de taille calibrée, donc prélevée sur des monuments gallo-romains, les mêmes pierres qui sont encore visibles sur le castrum par exemple, gallo-romain de la ville. Là le coup final porté à la théorie de l'omniprésence des constructions en bois, enfin c'est pas le coup final, c'est l'argument final. C'est notamment les incendies qui se déclarent à Beauvais, qui sont connus à Beauvais durant le Moyen-Âge. Incendie avec vraisemblablement un départ de feu unique, mais par contre qui se propage de manière considérable souvent à une grosse partie de la ville. Un testament qui est contenu dans le cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Beauvais, daté de 1194, nous évoque effectivement l'un de ces incendies-là. Alors l'incendie, il est mal daté, souvent il est situé autour de 1180, pourquoi pas. En tout cas, celui-ci nous rapporte que cet incendie a provoqué la destruction des églises. Imaginez que ce sont des églises en pierre, hein. C'est pas parce que ce sont des églises en bois qu'elles ont brûlé. Mais en tout cas, ce feu qui était vraisemblablement de très grande ampleur a entraîné la destruction donc, de l'église Saint-Martin. Donc c'est le triangle rouge en haut. Ensuite, en bas, on a l'église Saint-Sauveur. Donc l'église Saint-Martin est là. Donc nous dit le texte, Saint-Martin, Saint-Sauveur est là. Saint-André est là, Sainte-Marie-Madeleine est là, Saint-Thomas est là, Saint-Va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Saint-Étienne, elle est là, Saint-Jean-Baptiste, alors là il y a une interrogation qui se pose parce que Saint-Jean-Baptiste, il n'y a pas d'église paroissiale bien évidemment, mais par contre l'église de l'Hôtel-Dieu est dédiée à Saint-Jean-Baptiste, elle se situe là, alors c'est peut-être elle qui a brûlé, sauf que l'Hôtel-Dieu à cette époque-là se situe ici, à l'extérieur de la ville. Donc c'est probablement pas cette église-là qui a brûlé. Et on vous l'a dit tout à l'heure que la maison qui se situait place du Vieux-Marché était considérée comme étant l'ancien Hôtel-Dieu. Et ben c'est probable qu'au moment de l'incendie, l'Hôtel-Dieu se situait encore ici, ou en tout cas une dépendance de l'abbaye de l'Hôtel-Dieu, peut-être même l'église en elle-même, située ici avant d'arriver là et d'être ramenée ici plus tardivement. Donc, a échappé à l'incendie l'église Saint-Laurent qui est ici, l'église Saint-Hippolyte qui se situait à l'extérieur des murs, et l'église Saint-Gilles qui a été édifiée contre le mur. Donc vous voyez l'ampleur finalement de cet incendie qui a dû se déclarer à un endroit quelconque et qui s'est propagé à la quasi-totalité, une grosse partie de la ville. N'a pas été touché le castrum, donc pas la cathédrale, pas Notre-Dame du Châtel, pas le palais épiscopal, pas Saint-Nicolas, pas Saint-Barthélemy, parce que, évidemment, tout ça était vraisemblablement protégé par les murs du castrum et que l'incendie s'est déclaré à l'extérieur. Voilà, c'est l'un des indices les plus importants qui, pour nous démontrer finalement vraisemblablement l'omniprésence des maisons en bois dans Beauvais au Moyen-Âge. Oui, complètement. Oui. Alors oui. Combustible, complètement. Et en plus, on sait que les toits fréquemment étaient en chaume. Donc voilà, même pour les églises. Très bien. Du coup, pour conclure, que reste-t-il des pans de bois à Beauvais ? On l'aura vu. On a quand même déjà un corpus relativement intéressant avec plus de 160 individus, c'est ça ? Sur ces 160 individus, la plupart sont visibles. Quelques-uns ont été repérés malgré l'enduit.
Mais clairement, on le sait, cet inventaire n'est pas exhaustif, pas encore. Il sera à peaufiner, à améliorer largement. On pourra également repérer tous ces bâtiments qui sont encore enduits, également largement repérables, notamment pour ceux en encorbellement. Notre corpus va passer assez facilement à plus de 200 individus, probablement, toutes périodes confondues, évidemment. Alors, on l'a vu également, ces bâtiments en pan de bois, voilà, je fais le lapsus. Ces bâtiments présentent quand même des formes très diversifiées, de plans, en élévation. On sent bien qu'effectivement, on est sur des techniques pas différentes, mais relativement diversifiées, effectivement, qui appellent également à des fonctions différentes, à des notions socio-économiques également pour leurs propriétaires différentes. Il y aura également un lien, dont Sébastien a quand même déjà un peu fait le rapprochement, un lien avec la topographie urbaine par rapport à la localisation de ces bâtiments. Tous ces éléments-là qui restent effectivement à établir, mais dont ce premier inventaire, cette petite présentation, donne déjà un peu clairement des pistes. Alors, simplement pour rebondir encore aussi sur cette question d'enduit, qui masque actuellement encore ces pans de bois, on arrive aussi sur une autre notion dont on n'a pas trop parlé pendant la présentation, mais cette notion de conservation du pan de bois et de la nocivité finalement de l'enduit au ciment pour ces bâtiments en pan de bois, par rapport à l'impossibilité pour l'humidité de ressortir du pan de bois, le fait que les bois pourrissent sur place. Cet inventaire et nos études ont également pour but finalement de sensibiliser les propriétaires, la population, à ce pan de bois, à l'entretien de ce pan de bois, et au fait qu'effectivement, il serait bon de procéder à des rénovations. Je sais bien que c'est un coût, et ça c'est encore un autre problème, mais qu'effectivement, pour l'intérêt du pan de bois, du bâtiment dont les gens sont propriétaires, il faudrait pouvoir le désenduire, en tout cas de cet enduit en ciment. Et pour terminer, rapidement, simplement pour revenir sur les études que nous allons réaliser, sur les méthodes finalement que nous allons employer. Alors, évidemment, sans rentrer dans le détail, puisque Laetitia et Anna, qui est ici présente, vont aborder cette question jeudi. Mais simplement, voilà, comme je l'ai dit au départ, et je le redis pour conclure, ce pré-inventaire, ce démarrage finalement d'études, a pour but de s'étaler dans le temps sur probablement plusieurs dizaines d'années. Il va probablement rester après nous, ce projet. Le but est effectivement d'étudier ces bâtiments, soit par leur façade, soit par différentes opportunités, d'étudier les bâtiments, notamment par l'archéologie du bâti, et donc notamment par des prescriptions d'archéologie préventive, ce qui est encore extrêmement rare dans notre région. Et je ne peux que constater qu'il y a une corrélation entre la présence de spécialistes d'archéologie de bâti et les prescriptions, justement, d'archéologie, puisque notre rôle est également de sensibiliser, parfois, les services instructeurs, de les pousser peut-être également à ces prescriptions, qui sont encore relativement mal encadrées actuellement dans la législation, finalement, en France. Alors, un grand merci pour cette conférence d'introduction qui était très bonne qualité. On a appris plein de choses, je pense. Donc, je vous invite à tous revenir jeudi pour voir la suite, notamment sur les techniques et les méthodes de datation. Merci à vous trois.